Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui et comme vous allez le voir, exceptionnellement, je ne suis pas avec Stéphane, on va être un petit peu en intimité ensemble aujourd'hui. On va vous revenir sur le meeting de Stockholm Diamond League qui a eu lieu hier soir, un meeting exceptionnel avec le nouveau record du monde de Armand Duplantis, d'autres performances exceptionnelles notamment sur le 5000 mètres masculin, le 400 mètres et masculin, le 100 mètres féminin avec la rentrée de Julian Alfred, la confirmation de Julian Alfred, on va dire. Alors installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. On se retrouve à Stockholm, en Suède. On n'est pas en Suède pour acheter du mobilier. On n'est pas chez Ikea. Là, on est au stade olympique de Stockholm, un stade qui était plein hier soir, tout de jaune vêtu pour encourager les Suédois, car les Suédois avaient de grandes ambitions. Il y avait vraiment du beau monde. Outre les Suédois, il y avait des athlètes comme Ray Benjamin, champion olympique, Julian Alfred, championne olympique du 100 mètres. Il y avait Wagnoni, le champion olympique du 800 mètres. Bref, il y avait vraiment du très beau monde. Mais les stars de la journée, c'était les Suédois avec Duplantis en fer de lance, Almgren sur le 5000 mètres qui était là pour réaliser un exploit et le vétéran Stahl au lancer de disque, un ancien champion du monde, grand performeur pendant une décennie. Il a dominé la discipline qui était là aussi pour briller à domicile. Euh, C'était retransmis sur la chaîne L'équipe. La météo était magnifique. Il y avait un grand soleil. Il faisait très beau. Les conditions étaient parfaites pour perfer. Et le dernier record du monde qui avait été établi à Stockholm datait de 1997. On en avait parlé dans notre dernier épisode. C'était Wilson Kipketer sur le 800 mètres. Et voilà, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Vous l'attendez tous. Armand Duplantis a explosé encore une fois au plus haut niveau, 6 mètres 28, nouveau record du monde. Il a franchi toutes ses barres au premier essai. C'était assez impressionnant. 5 mètres 60, 5 mètres 80, 5 mètres 90, 6 mètres. Là, le concours était gagné pour lui. Et après 6 mètres, il a même pas fait de barre intermédiaire. Il a direct demandé 6 mètres 28. C'est quand même assez fou. C'est une impasse de 28 centimètres qu'il a fait. Je sais pas dans quelle mesure c'est déjà arrivé à ce niveau, mais moi, ça me paraît vraiment fou. Habituellement, il a tendance à faire une petite barre intermédiaire à 6 mètres 10 ou 6 mètres 15 pour... je sais pas, pour continuer de prendre des réglages, mais là, il avait envie de s'y filer, d'aller au record du monde et de régaler son public. Ce qui est fou avec Duplantis, c'est que c'est son 108e saut à 6 mètres ou plus. Ça, c'est vraiment dingue. Et il a toujours cette même joie, cette même énergie dès qu'il franchit une barre au niveau du record du monde. C'est un gamin qui explose dans tous les sens. Alors là, vraiment, les sentiments qu'il éprouvait devaient être encore décuplés parce que il était à domicile devant son public, ses fans, sa famille, ses amis. Et ça, franchement, mettons-nous à sa place, ça doit être quelque chose d'exceptionnel dans une carrière de battre un record du monde à domicile. En plus, il l'avait pas annoncé, mais on a vu qu'il avait construit sa semaine pour arriver au top à Stockholm. Il était à Oslo 3 jours avant. Il avait fait 6 mètres 15. Il avait arrêté son concours. On sent qu'il avait vraiment pris des repères, des réglages. En plus, à Oslo, la soirée était un petit peu fraîche, donc il avait voulu prendre aucun risque. Il avait arrêté son concours et là, bam, il était en pleine forme. Il allait vite. Il était haut sur les appuis. Il était techniquement encore une fois au-dessus du lot. Vraiment, on est proche de la perfection et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Renaud Lavillenie qui l'a dit en interview après le concours. Là, vraiment, il y a très peu d'erreurs dans ce que fait Duplantis. Normal, vous allez me dire, c'est record du monde. 6 mètres 28, c'est exceptionnel. Les superlatifs nous manquent quand on parle de Duplantis. Il a presque banalisé tout ce qui se passe à plus de 6 mètres 20, alors que c'est le seul homme à aller au-delà justement des 6 mètres 20. C'est c'est presque dommage aussi on est un petit peu rassasié de ça. Après je parle en mon nom, mais voilà, il a fait record du monde. J'ai écrit à deux trois de mes collègues, on s'est dit voilà, encore une fois record du monde, mais il n'y a plus nous l'engouement. En tout cas, je parle encore une fois à mon nom, l'engouement des premiers records du monde. Donc là, on est content pour lui parce que c'était à domicile, mais maintenant, moi, il y a quelque chose qui me donne vraiment envie, c'est que, je sais pas, parce qu'on sait qu'il le bat centimètre par centimètre pour l'argent, entre guillemets, parce que à chaque fois, il a une prime, il a des bonus dans ses contrats.
Moi, j'aimerais qu'il y ait ces partenaires qui se mettent d'accord un jour et qui se disent bon, les gars, venez, on tente un truc un petit peu challengeant, à l'image de ce que va faire Kipiegon dans quelques jours, quelques semaines à Paris pour le Sub 4. On tente quelque chose de fou, on met les moyens à fond derrière ce projet-là. Et voilà, on crée un événement. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, on crée un événement autour de Duplantis pour, je sais pas, voilà, le truc de fou, ça serait quoi? Ça serait peut-être une barre à 6,40 m et que ces sponsors, ils se mettent d'accord pour dire, ben voilà, 6,40 m et j'en sais rien, on te donne la prime qui équivaudrait à si tu battais 12 fois le record du monde avant d'arriver à 6,40 m. Et comme ça, on pourrait vraiment voir Duplantis peut-être franchir 6,40 m, peut-être franchir quelque chose, vraiment s'exprimer en tout cas à son niveau, à son réel niveau. Parce que même là encore à 6,28 m, bon, ça commence, de toute façon, c'est de plus en plus dur et ça commence à être au plus proche de son niveau maximal. Mais voilà, on sent qu'il a encore un peu de marge et on aimerait vraiment le voir à 100% s'employer, tout ça. Voilà, moi, voilà, c'est un petit souhait, un petit regret que j'ai par rapport à cette discipline, la perche, où on peut se permettre de gagner centimètre par centimètre. Voilà, moi j'aimerais qu'on pose le pactole sur la table pour Duplantis et qu'on lui dise, allez, barre à 6,40, si tu passes, tu prends 1 milliard. Allez, on n'en parle plus. Mais bon, on va voir si ça arrive un jour. Mais ouais, voilà, c'est quelque chose qui me ferait kiffer. Dans ce concours, il y avait Renaud Lavillenie également. Renaud Lavillenie, 39 ans, le Français, qui n'en finit plus d'être régulier et franchement d'impressionner. Il finit quatrième du concours encore avec 5,80 m. Donc à 2 centimètres des minima pour Tokyo, minima qu'il a déjà réalisé en plus. Donc franchement impressionnant de voir Renault continuer à être à un si bon niveau. Hein, franchement, faut pas négliger. C'est pas parce que Duplantis est presque à 6,30 m que 5,80 m n'est pas une belle barre. En plus, on a appris qu'il avait une petite gêne au mollet après Oslo. C'était peut-être certainement même la raison pour laquelle il avait arrêté son concours un peu prématurément et qu'il n'avait pas attaqué les barres à 5,82 m à Oslo. Ça avait été assez malin de sa part de se préserver. A priori, il était un peu incertain même avant Stockholm et finalement tout s'est bien passé pour lui. Il franchit toutes ses barres au premier essai, 5,60, 5,70 et 5,80 m au troisième essai. Voilà, un concours rondement mené pour Renault et franchement, c'est vraiment un grand champion parce que quand on fait le bilan de sa tournée en pays scandinaves, il franchit 5,62 et 5,72 au troisième essai à Oslo. Là, il franchit 5,82 m au troisième essai à Stockholm. Et voilà, l'importance des troisièmes essais, c'est là qu'on voit aussi les grands champions. Parce que s'il avait échoué à 5,62 m à Oslo, on aurait dit que qu'il était nul, qu'il était à la rue. Là, s'il avait échoué à 5,80 m, on aurait dit bon, ouais, ça reste moyen. Alors que franchement, il arrive à se sortir les doigts et à faire des perfs vraiment intéressantes. Donc bravo Renaud, tu nous fais encore rêver et on a hâte de voir la suite de ta saison parce que je le redis, un Renault au top de sa forme. Là, il a attaqué 3 barres à 5,80 m, 5,90 m. Donc, il a pris des repères sur ces barres-là. Et s'il franchit cette barre au championnat du monde, à Tokyo, c'est une barre qui, déjà, c'est sûr, lui permettra d'être finaliste mondial, ce qui n'est pas rien. Et en plus, dans un concours atypique, avec un Caralis qui passe à côté, par exemple, comme hier à Stockholm, hein, Caralis 5,60 m hier. Ensuite, il fait l'impasse à 70 et il fait 2 échecs à 80. Et il se garde un troisième essai à 90 et il échoue. Donc voilà, perf à 5,60 pour Caralis hier. Et ben, s'il y en a un qui passe à la trappe, et ben, peut-être qu'avec 5,90 m, un mec comme Renaud Lavillenie ou Thibaut Collet, peut-être quand il reviendra, on l'espère, pourront tirer leur épingle du jeu et potentiellement viser une médaille de bronze sur le saut à la perche, ce qui serait vraiment cool pour les Français. Donc voilà, Duplantis au-dessus du lot, Caralis qui passe à côté et Renaud Lavillenie éternel, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Il y a un autre Suédois qui a brillé à domicile et avec Stéphane, on vous en avait parlé dans le preview et franchement, on est vraiment content pour cet athlète-là. C'est vraiment un athlète que moi je kiffe en tout cas suivre. C'est Almgren sur le 5000 mètres masculin. Il avait laissé entendre qu'il allait s'attaquer au record d'Europe de Mohamed Katir, 12,45,01. Et voilà, Almgren, 12,44,27. Il met une petite seconde au record d'Europe, ce qui n'est pas rien. Almgren, il a 30 ans. C'est un mec qui progresse lentement mais sûrement depuis ces années cadet junior. On en reparlera un tout petit peu après parce que là, on va d'abord s'attarder sur la course du jour. Il a fait une course de champion. 2,34, 2,34, 2,34, 2,34 au 1000. Les 4 premiers 1000 en 2,34. Une régularité exceptionnelle. Là, il était sur les allures
plutôt de 12,50, mais il a été capable d'accélérer dans le dernier kilo. Il fait 2,28 au dernier kilo, et là voilà, c'est très fort, hein. 2,34 et 2,28 dans les 2 derniers kilomètres, c'est plus vite que ce qui avait été fait à Oslo 3 jours avant, quand c'était une tentative de record du monde à la base. La course était gagnée à Oslo en 12,45, là ça se gagne en 12,44. Almgren, donc vraiment vraiment très fort, ce Suédois, j'allais dire ce jeune Suédois, mais non, en fait il a 30 ans depuis le 12 juin, donc il est plus si jeune que ça, même si pour le demi-fond 30 ans ça reste encore un âge jeune. Et moi, ce que je trouve vraiment cool sur cette course, en fait, c'est qu'il prend le record d'Europe à Mohamed Katir. Mohamed Katir, il est suspendu pour défaut de localisation et pour falsification. Donc voilà, c'est un mec sur qui on avait des doutes. C'est un mec sur qui, mais en vrai, il n'y a plus de doutes. Il a fait des conneries, il s'est certainement dopé, même s'il n'est pas tombé pour dopage, il est tombé pour défaut de localisation et falsification de documents. Mais quand on en arrive à falsifier des documents, c'est qu'on n'est forcément pas net. C'est un peu à l'image de Amaury Golitin, hein, c'est la même sanction. Il a pris 4 ans parce qu'il a falsifié. Pour des défauts de localisation, on prend 2 ans en général. Mais quand il y a falsification, c'est un facteur aggravant. Et là, les instances, elles sont pas clémentes. Et du coup, on prend 4 ans. Donc, un peu comme ce qu'avait pris Golitin, nous côté français, pour le sprinter français. Ben là, Mohamed Katir a lui aussi pris 4 ans. Et ça nous fait plaisir de plus trop le voir sur les pistes, cet athlète qui était quand même très suspect. Donc voilà, il a enfin, comme dirait Jimmy Gressier, le vrai record d'Europe, c'est Almgren, 12,44,27. Et je pense que Jimmy Gressier, ça doit lui faire plaisir que ce soit plus qu'attire le recordman d'Europe. On va juste un tout petit peu encore parler de ce Almgren, parce que moi c'est un mec qui a un profil que j'adore. Il était plutôt un profil 400-800 quand il était en cadet dans les années 2011-2012. Ensuite il est monté sur 800 mètres, il s'est bien installé sur 800 mètres. C'est un mec qui a fait quand même troisième des mondes juniors en 2014 à Eugene avec 1,45. Donc 1,45 en junior, c'est quand même du bel athlète, hein, troisième au monde, de toute façon c'est solide. Et petit à petit, il est monté jusqu'au semi-marathon et il est performant du 5 km, même du 3000 mètres en salle, on le verra, il a quand même fait une belle performance, 7,34 c'est solide, jusqu'au semi-marathon, c'est-à-dire qu'il a un beau panel de performances, un beau panel de courses. Et, moi, c'est le genre d'athlète que j'aime bien parce qu'il est parti de qualité, de vitesse pour monter sur des qualités plus de résistance, d'endurance, parce que c'est un mec qui a fait 48 au 400 en cadet, c'est un mec qui a fait une 45 au 800 en junior. Voilà, je trouve que c'est une progression vraiment intéressante, réfléchie, calculée, et c'est beau, je trouve. Juste pour finir de parler de ce Almgren, on va un peu le comparer parce que je trouve qu'il a un profil qui est sensiblement similaire à celui de Jimmy Gressier, en tout cas en termes de record et en termes de distance parcourue. Voilà, et c'est un mec qui a fait 7,34 aux 3000 mètres, Almgren, là où Jimmy Gressier a fait 7 minutes 30 cet hiver en salle. Donc très fort pour Jimmy, hein, un petit avantage à Jimmy là-dessus. Sur 5000 mètres, voilà, Almgren, record d'Europe, 12,44. Mais Jimmy a également le record d'Europe, mais en salle, 12,54, donc 10 secondes d'écart. Est-ce que c'est la différence entre l'indoor et l'outdoor? On verra, et quand ils vont s'affronter, ces deux-là, et peut-être que c'est ça prochainement. Je sais qu'il y a un 5000 mètres à Paris Charletti dans 5 jours, avec la présence de Jimmy Gressier, Yann Schrub, notamment côté français. Est-ce que Almgren y sera? Je suis pas sûr que ce soit malin de sa part. Il vient de s'envoyer un gros 5000 mètres. Voilà, il a pris le record d'Europe, mais peut-être que son record d'Europe ne tiendra que 5 jours, parce que on l'espère en tout cas. Jimmy Gressier ou Yann Schrub vont partir sur des bases assez folles pour aller tenter de ramener le record à la maison, faire un record d'Europe à la maison. Pour eux aussi, ça serait vraiment sympa. Sur le 10 000 mètres, 26,52 pour Almgren contre 26,58. Franchement, c'est similaire. Hein, il n'y a pas beaucoup d'écart. C'est des vraies belles performances sous les 27. Et je pense que Jimmy Gressier, bon, il a fait ça en finale des JO de Paris, Jimmy Gressier l'année dernière. Et je pense qu'avec l'hiver qu'il a fait, Jimmy Gressier, il doit être capable de faire mieux maintenant que 26,58. Donc, on verra cet été, encore une fois. Et sur le semi-marathon, 59,23 pour Almgren. Hein, quand même, c'est vraiment un très très beau chrono. Et 59,45, on l'avait vu, Jimmy Gressier, il avait fait ce chrono aux Europes de course sur route en Belgique, à Bruxelles, là, dernièrement, il y a quelques semaines de ça, sur une course qui était pas vraiment, où il était tout seul devant, il avait un petit peu lâché prise à la fin, donc il vaut mieux que ça aussi, Jimmy Gressier. Donc je trouve que c'est des athlètes qui sont extrêmement
qui ont un profil vraiment très similaire. Et moi, j'ai hâte de les voir s'affronter dans les années à venir parce que ils ont sensiblement le même âge. On l'a dit, Almgren, il a 30 ans, là où je crois que Jimmy Gressier, attendez, je vais vérifier de suite, mais Jimmy Gressier, il a 28 ans. Donc, il y en a un qui est de 95, un qui est de 97. Donc, avantage à la jeunesse pour Jimmy Gressier. Mais ouais, voilà, c'est des mecs qui sont amenés à dominer le demi-fond européen dans les années à venir, dans les mois à venir, et ça c'est quand même cool parce qu'en plus de ça on a un Français. On s'est servi d'Almgren pour parler de Jimmy Gressier un peu parce qu'en plus, ben voilà, je l'ai dit tout à l'heure, Charletti ça arrive très vite et on a hâte de voir courir Jimmy Gressier sur sa distance de prédilection, le 5000 mètres. Il y avait une course qu'on attendait à Stockholm. Et au final, c'était même la deuxième manche, c'était le 400 mètres haies masculin, parce que il y avait eu le 300 mètres haies à Oslo en apéritif, on va dire, avec l'ultra domination de Warholm. Et là, ils se retrouvaient tous, Warholm, Dos Santos et Benjamin, les trois meilleurs mondiaux de tous les temps sur le 400 mètres haies. Ils se retrouvaient à Stockholm sur la vraie distance, le 400 mètres haies, pour une course qui s'annonçait vraiment électrique. On attendait Karsten Warholm, parce que Warholm, il avait fait le record du monde du 300 mètres haies à Oslo. Il nous avait montré une facilité déconcertante. On avait l'impression qu'il était capable de vraiment poursuivre sur les allures folles qu'il avait pendant ce 300 mètres haies. Et patatrac, ça s'est mal passé pour Warholm. Il est parti comme à son habitude, comme un fou. Il a pris des repères il a pris des repères super intéressants pour lui, on l'imagine, mais il a explosé dans la dernière ligne droite à Stockholm hier. Il finit en 47-41, il finit troisième de la course. Et cette course, c'est Ray Benjamin qui l'a remporté en 46-54. 46-54, c'est vraiment une perf incroyable. Il est à 60 centièmes du record du monde. C'est sa course de rentrée. Dites-vous bien que 46-54, c'est son premier 400 mètres haies de l'année à Ray Benjamin. Il avait juste fait un 300 mètres haies en préparation et c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir fait une course de rentrée 3 jours avant sur 300 mètres haies. C'était vraiment très malin de sa part. Il a pu vraiment capitaliser sur les erreurs qu'il avait faites à Oslo pour être vraiment très performant à Stockholm. Et Dos Santos qui finit deuxième de la course quand même en 46-68. Franchement, 46-68, c'est vraiment fort. Lui, son record, c'est 46-29, donc il est vraiment pas loin du tout de son record aussi. Moi, je trouve qu'il y a deux athlètes qui sont autour de 46-50 là, comme ça, au mois de juin, sur une course où en plus ils défoncent Warholm. Waouh, moi j'ai hâte de voir la suite de la saison sur 4H. En plus, voilà, Ray Benjamin, 46-54, il a plutôt bien réparti son effort, il a fait une course intelligente. Dos Santos, course intelligente aussi, mais différente, avec plus de réserve, et il est capable de finir très fort. C'est lui qui finit le plus fort, Dos Santos, il finit plus fort que Ray Benjamin est beaucoup plus fort que Karsten Warholm parce que Karsten Warholm, il était parti sur les bases de 46-0. Je pense qu'il s'est dit, allez, je suis en forme, je tente le tout pour le tout. Il voulait potentiellement battre le record du monde. Bah, après, il a explosé, hein, mais c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une prise de risque qui sera aussi une prise de repère pour Warholm et les autres ont été un petit peu plus mesurés, mais ultra performants. Warholm, il a pris des repères à ces allures-là. Les autres, ils vont devoir maintenant accélérer la cadence, mais ils sont déjà dans des chronos monstrueux. C'est vraiment un truc de fou. Et pour revenir sur Ray Benjamin, j'avais un peu critiqué sa foulée. J'avais un peu dit qu'il s'était trompé de foulée à Oslo pour le 300 mètres haies. Il était parti vraiment à une allure beaucoup trop cadencée, beaucoup trop énergivore. Et là, voilà, là on voit qu'il a retrouvé la bonne foulée, la bonne attitude, le bon schéma de course. Et ça paye cash, 46-54, je le rappelle, c'est vraiment une performance exceptionnelle. Ça annonce une finale olympique mondiale à Tokyo qui, avec les trois, si les trois sont en pleine forme, ça risque de vraiment valoir le détour. Ça va être la finale, à mon avis, à suivre des championnats du monde de Tokyo. Et voilà, moi j'ai hâte de voir la suite de cette saison. C'est avec ces trois-là, franchement, ils éclipsent la concurrence, ils éclipsent nos Français. Franchement, Clément Ducot, on l'a vu sur la dernière étape du Grand Slam Track à Philadelphie. Il est pas encore revenu de sa blessure. On espère qu'il va remonter en puissance, mais pour aller choper une médaille face à ces trois-là, c'est quasiment mission impossible. Il faut appeler Tom Cruise pour récupérer une médaille. C'est pas possible autrement. Julian Alfred sur le 100 mètres, la championne olympique. Elle avait fait sa rentrée elle aussi à Oslo et elle aussi à l'image de Ray Benjamin. Elle a capitalisé sur les petites erreurs qu'elle avait pu faire à Oslo pour sortir une course de patronne. Là vraiment à Stockholm, 10,75.
pas vraiment de concurrence, hein. Dina Asher-Smith qui finit deuxième en 10,93, c'est correct, mais voilà, elle lui met 2 dixièmes, donc c'est ouf. Et en plus, Julian Alfred, elle relâche dans les derniers mètres. Ça veut dire que là, elle avait déjà un chrono au niveau de son record personnel, voire mieux. Son record personnel, c'est son chrono de la finale olympique de l'année dernière à Paris en 10,72. Je pense que là, déjà, elle vaut même un peu mieux. Peut-être même qu'elle vaut 10,69, 10,70, parce que vraiment hier, elle m'a fait une impression, mais déconcertante, une facilité déconcertante, tout en puissance, tout en relâchement. Et elle se permet de relâcher dans les 10 derniers mètres. Franchement, j'aime pas les comparatifs comme ça, mais il y a du Usain Bolt dans ce qu'a fait hier Julian Alfred parce que c'est fort, c'est puissant, c'est dans le contrôle et ça va très 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 vite. J'ai lu une interview d'elle qui disait que elle était pas très en confiance avant sa rentrée et son coach l'a vraiment pris entre quatre yeux après la course d'Oslo pour lui dire que Julian, t'es prête, t'es en forme, ok, t'as un statut à défendre maintenant, t'es champion olympique, t'as de la pression, tout le monde attend de toi que tu fasses des perfs incroyables, mais voilà, t'es prête, et confiance en toi. Et je pense que ces mots, ils ont résonné dans le cerveau de Julian Alfred juste avant qu'elle prenne le départ du 100 mètres, et elle a fait une course quasi parfaite. Et c'est là qu'on peut voir aussi tout l'intérêt, l'importance d'un coach qui doit avoir les mots justes au bon moment. Et voilà, son coach a eu vraiment les mots justes au bon moment, et elle a libéré d'un poids qui lui a permis de s'exprimer sur la piste pour son plus grand bonheur à elle et pour le plus grand bonheur de nous aussi, des fans, des spectateurs et de tous les fans d'athlétisme. Et du coup, la meilleure performance mondiale de la saison reste la propriété de Melissa Jefferson avec 10,73 et elle peut s'en vouloir qu'à elle-même. Julian Alfred, si elle n'avait pas relâché, certainement qu'elle aurait décroché la meilleure performance mondiale de la saison. Et même maintenant, ce qu'on va vouloir voir, c'est des confrontations entre Melissa Jefferson et Julian Alfred. En attendant que d'autres des cadors du sprint mondial féminin se réveillent et augmentent leur niveau, à l'image de Sha'Carri Richardson, nous, ce qu'on veut, c'est voir des confrontations entre les deux meilleures athlètes féminines sur 100 mètres du moment. Moi, il y a une question aussi que je me pose, c'est où peut-on imaginer Julian Alfred à la fin de la saison? Est-ce qu'elle va courir en 10,60? Est-ce qu'elle va courir en moins de 10,60? Franchement, c'est des questions qu'on peut légitimement se poser. Et au-delà de ça, parce que Julian Alfred, elle a 24 ans seulement, c'est quand même une très jeune athlète, elle est de 2021. Elle a tout l'avenir devant elle quand on sait que les Jamaïcaines, notamment Shelly-Ann Fraser-Pryce, en cours jusqu'à 35, 36, 37 ans. Il lui reste peut-être à Julian Alfred 10 ans de carrière. Et voilà, où c'est qu'elle sera à Los Angeles, où est-ce qu'elle en sera en termes de performance à Los Angeles dans 3 ans? Est-ce qu'on peut l'imaginer établir le record du monde, donc passer sous les 10,50, 10,49, 10,48? C'est des questions qu'encore une fois on peut légitimement se poser parce que c'est une fille qui part vite. Julian Alfred, elle a un record à 6,98 sur le 60 mètres plat en salle. Là hier, je pense que les temps de passage qu'on nous donne sur le site de la Diamond League, ils sont faux. Ils estiment qu'elle est passée en 6,91, mais après il y a des anomalies dans les analyses, donc je pense faut pas qu'on tienne compte de ça. On peut pas se fier à ces chronos, mais je pense que hier elle est passée en moins de 7 secondes. C'est possible par contre qu'elle soit passée en moins de 7 secondes au 60. Et c'est une fille qui tient bien la distance puisqu'elle a déjà couru cette année en 21,88 sur le 200 mètres. Donc franchement, pour le 100 mètres, c'est une fille qui, dans 3 ans, si elle continue à avoir une progression linéaire sans être confrontée à trop de blessures, qu'on peut imaginer en moins de 10,50. Et moins de 10,50, ça commence à être vraiment du grand n'importe quoi, et tellement du grand n'importe quoi que ça serait le record du monde. Le record du monde en plus assez controversé. Donc voilà, hâte de voir la suite de la saison avec Jefferson et Alfred, et de voir surtout la suite de la carrière de Julian Alfred. On va parler d'un Français maintenant. Tout à l'heure, on a parlé de Renaud Lavillenie. Ils étaient 2 engagés sur cette Diamond League à Stockholm. Et le deuxième Français, c'est Gabriel Tual. Lui aussi, il a fini 4e de sa course. Renaud avait fini 4e de son concours. 4e, mais en 1,42,72. 1,42,72 était même pas sur un podium de Diamond League sur le 800 mètres. Si on avait dit ça il y a 5-6 ans, on nous aurait pris pour des fous. Et maintenant, en fait, c'est la norme. Il faut faire des chronos monstrueux pour être sur les podiums de Diamond League. Là, la course, elle est remportée par Wanyoni, le Kenyan champion olympique, en 1,41,95. Donc ça y est, il casse la barrière des 1,42 pour cette année. C'est le premier de la saison sous les 1,42.
Et on est au mois de juin et il y a encore quelques gros 800 mètres à venir et à courir en Diamond League notamment. Donc c'est du grand n'importe quoi le 800 mètres ces dernières années. Il y a donc Gabriel Tual pour parler de lui un petit peu parce que voilà, on est français, on s'intéresse un peu plus aux athlètes français. Il avait annoncé à Oslo qu'il serait sage, qu'il allait suivre pour battre pour effectuer les minima pour Tokyo et sans prendre trop de risques pour voir où il en était. Il avait fait un peu plus d'une 43. Là, il a été moins sage qu'à Oslo. Il attaque dans la ligne droite opposée avant la ligne d'arrivée et il craque dans les 50 derniers mètres. Donc c'est plutôt de bon augure avant sa prochaine course qui aura lieu à Paris en Diamond League à Charletti là, vendredi soir. Et surtout une 42,72, c'est un très bon chrono là comme ça au mois de juin aussi pour lui. Hein. C'est vraiment très bien. Il est dans une programmation d'entraînement, dans une programmation de compétition qui sont super intéressantes. Moi je pense que là ce qu'il a prévu, ce qu'il a ciblé, c'est la Diamond League de Paris. Il a pris des repères à Oslo, il a pris des repères encore à Stockholm. Et il a envie, un petit peu comme tous les athlètes à domicile, de briller. On a vu en plus qu'en ce moment ça marche plutôt bien. Warholm, il fait record du monde chez lui à Oslo en Norvège. Duplantis, il fait record du monde chez lui en Suède à Stockholm. Et pourquoi pas Gabriel Tual qui fait record du monde du 800 mètres à Paris-Charletti vendredi soir. Ça semble un peu moins évident, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de briller à domicile et que ça doit être l'objectif de son microcycle d'entraînement. Ça doit être d'être en forme à Paris. Ensuite, je pense qu'il va repartir sur une période d'entraînement, de travail un petit peu à l'entraînement. Il sortira peut-être moins en compétition. Là, j'extrapole totalement. Hein, j'ai pas d'informations, mais je pense que c'est ce qu'il va faire pour repréparer un autre microcycle de compétition. Et là, l'objectif de ce microcycle, ça sera d'être en forme pour les France Élites. Quoique lui, il a même pas besoin de valider son ticket. Là, ça y est, il l'a validé, composté, recomposté. Il s'est fait contrôler 5 fois dans le train. C'est bon, tout est en règle pour Tokyo. Donc voilà, je pense il va repartir un petit peu à l'entraînement après avoir fait ce petit enchaînement de compétition pour travailler ce qui va lui manquer maintenant pour gagner des Diamond League, ne plus finir quatrième comme à Oslo et Stockholm, et surtout faire un podium à Tokyo au mois de septembre. C'est encore loin, mais ça arrive un petit peu, donc il faut maintenant peaufiner les derniers détails qui va manquer un petit peu à Gabriel Tual pour faire un chrono stratosphérique et surtout des courses de championnat. Mais maintenant, de toute façon, on l'a vu, hein, sur 800 mètres, les courses de championnat, ça va aussi très très vite. Hein. L'année dernière au JO, ça se gagne en une 41, donc il n'y a plus vraiment de course d'attente dans les championnats. Tout le monde part à fond et on voit qui c'est le meilleur. Dans cette course, il y avait un petit mec, dommage que Stéphane ne soit pas avec moi aujourd'hui, mais il y avait un petit mec que Stéphane aime beaucoup, c'est Josh Howe. C'est un gars qui a fait une 42-43, donc qui a établi son record personnel. C'est un Américain qui vraiment est en train d'émerger au plus haut niveau depuis 1 an. Il avait fait une 43 et quelques l'année dernière déjà, donc c'est solide. Et surtout, il avait fait une 43-24 cet hiver, qui était là, je crois, la deuxième performance mondiale de tous les temps en salle. Et c'est un mec qui avait un record qui plafonnait à une 47 en 2023. Donc il y a 2 ans, le mec qui courait en une 47. L'année dernière, il a fait une 43-80, je crois, sur un meeting en Belgique. Et là, cet hiver, une 43-24, deuxième perf mondiale de tous les temps. Et là, une 42-43 pour sa rentrée, je crois. C'est peut-être pas sa rentrée à Josh Howe, il faudrait que je vérifie, mais pour en tout cas une de ses premières courses de la saison sur le 800 mètres en Diamond League. Franchement, c'est un mec qu'il va falloir suivre de très près dans les années à venir et dans les mois à venir aussi, parce que ça va être un concurrent pour Gabriel Tual pour des podiums, et ça peut surtout être un mec aussi qui va aller taper d'une 41 et qui va embêter les Harop, les Wagnoni, les Sedjati et tous ces mecs-là qui sont régulièrement sur les podiums de Diamond League. Donc le 800 mètres mondial masculin, on le sait, hein, maintenant, c'est vraiment une épreuve qui est débridée, qui est follement débridée. Une 42, c'est normal maintenant. Une 43, c'est bien, et une 44 n'existe plus. Une 44, ça n'a plus aucun intérêt sur le 800 mètres mondial à l'heure actuelle, donc il faut taper d'une 43, d'une 42, d'une 41 pour exister. Donc c'est vraiment une discipline qui a vraiment évolué ces dernières années, et ça fait plaisir parce qu'on a un Français en tout cas qui a pris le bon wagon avec Gabriel Tual. Et on va enchaîner, on va parler du 400 mètres haies féminin, dites-vous bien. On a déjà traité quand même pas mal de sujets. On a traité la perche masculine, le 5000 mètres masculin, le 400 mètres haies masculin, le 100 mètres féminin, le 800 mètres masculin. Donc 5 sujets qu'on a traités. Et c'est seulement maintenant, le 6e sujet, qu'on va parler de Femke Bol, qui a réalisé quand même 52 secondes 11, qui établit la 2e meilleure performance mondiale de l'année, car c'est toujours McLaughlin qui tient la meilleure performance mondiale de l'année avec 52,07. Donc elle échoue à 4 centièmes de la meilleure performance mondiale de l'année.
Et on parle de Femkeball seulement maintenant. C'est dire la densité de performance qu'il y a eu sur ce meeting, les performances incroyables dont on a déjà un peu parlé. Et là, on va revenir sur le 400 mètres féminin avec l'affrontement entre Femkeball et Dalila Mohamed. Femkeball, on va dire la nouvelle génération du 400 mètres avec Sydney McLaughlin et Mohamed, qui est un petit peu l'ancienne école, l'ancienne génération, elle qui a été championne du monde en 2019 à Doha au Qatar, devant McLaughlin. Et Mohamed qui est en train de refaire une très belle dernière saison en carrière sur 400 mètres haies avec des chronos tout à fait intéressants. Alors Bol et Mohamed, elles avaient avant la compétition les deuxième et troisième meilleures performances mondiales de l'année. Elles ont amélioré leurs performances de 4 dixièmes chacune. Hein. Elles avaient fait 52-46 pour Femke Bol jusqu'à maintenant. Elle a fait 52-11 là. Et Mohamed avait fait 53-34 et là elle fait 52-91. Donc elle passe sous les 53 secondes. Femke Bol reste la deuxième meilleure performance mondiale de l'année, donc derrière McLaughlin. Et Femke Bol, elle est en train de monter en puissance quand même, c'est assez intéressant. C'est une athlète qui est entraînée par Laurent Meuvely aux Pays-Bas, qui mène quand même assez bien sa barque, qui sait faire des pics de forme, qui sait faire progresser son athlète, prendre le temps de progresser année après année. Ils sont vraiment sur des cycles d'entraînement. Ils ont été malins cet hiver et elle s'est pas préparée pour la salle. Femke Bol, elle a juste filé un coup de main sur le relais pour gagner des médailles au championnat d'Europe à domicile. Elle était un petit peu obligée de participer, mais elle n'a pas fait de saison hivernale pour un peu reposer le corps, reposer l'esprit, reposer le cerveau et repartir de plus belle. Et on a l'impression que Femke Bol, elle va encore progresser, qu'elle va encore gagner des dixièmes et qu'elle peut encore améliorer son record. Malheureusement pour elle, elle est dans la génération de Sydney McLaughlin, donc ça va être compliqué de gagner des médailles d'or quand McLaughlin sera là, mais elle a su le faire quand McLaughlin n'était pas là. Donc à voir. Et là, bon, elle monte en puissance cet été, 52-11, c'est une très belle performance au mois de juin, à 3 mois du grand championnat, c'est parfait. Elle est dans les temps de passage pour faire des chronos en 50. Son record c'est 50-95, on le sait, c'est vraiment monstrueux elle aussi. Hein. Voilà. Et maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est des affrontements entre Femke Bol et Sydney McLaughlin. On aimerait bien voir ça avant Tokyo, en Diamond League. Ça sera forcément en Diamond League, j'ai envie de dire, puisque maintenant, vous le savez, le Grand Slam Track, l'édition à Los Angeles n'aura pas lieu. Ça aurait pu être là-bas peut-être, mais finalement, ça sera pas possible. Et donc, si affrontement entre McLaughlin et Bol devrait y avoir, ce sera en Diamond League. Mais ça, on espère le voir parce que c'est des courses qui sont à chaque fois à couper le souffle. Femke Bol, en finale des Jeux, elle finit troisième parce qu'elle a voulu tenter de battre McLaughlin et ça lui a coûté très très cher dans la dernière ligne droite. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il faut qu'elle essaye. En tout cas, c'est important d'essayer pour pouvoir prétendre y arriver un jour. Il faut de toute façon essayer. Mais il y a une troisième prétendante, parce que bon, Mohamed, on va dire qu'elle est quand même un petit peu derrière encore. Et là, il y a une troisième prétendante qui pointe le bout de son nez. C'est une Canadienne qui, ce week-end, a gagné qui a gagné la finale NCAA aux États-Unis, donc le championnat universitaire, et qui a battu le record universitaire qui était détenu par McLaughlin. McLaughlin avait le record universitaire aux États-Unis en 52-75, et là, Savannah Sutherland, une Canadienne, qui fait 52-46. 52-46, c'était la meilleure perf de l'année de Femke Bol avant ce meeting. 52-46, c'est une très très belle performance sur 400 mètres haies. Elle a 21 ans, cette Savannah Sutherland. Voilà, donc peut-être que là, elle est un petit peu en fin de saison pour elle parce que voilà, son pic était programmé pour les finales NCAA, mais voilà, elle va peut-être avoir le temps de se régénérer un peu, refaire un cycle d'entraînement et se repréparer pour les championnats du monde de Tokyo. Et c'est une fille qu'il va falloir surveiller parce que elle s'annonce en prétendante au podium mondial derrière des filles comme Bol, derrière McLaughlin évidemment, derrière Coquerel, la vice-championne olympique. Mohamed, ça va matcher. Donc voilà, il y a une petite densité qui se crée en 52-50, autour de 52-50, qui va être intéressante à suivre pour la fin de la saison et notamment au moment des championnats du monde de Tokyo. On avait parlé dans le preview la dernière fois avec Stéphane des concours qui étaient vraiment à la hauteur. En tout cas, les start lists étaient vraiment à la hauteur de nos attentes dans plusieurs concours, notamment le concours de hauteur féminine, le concours de longueur féminine et le concours de disque masculin. Et franchement, on n'a pas été déçus, notamment sur la longueur féminine. La longueur féminine, il y avait la rentrée de Tara Davis, la championne olympique. Et Tara Davis, elle a pas laissé de place au suspense, aucun doute pour elle. Premier saut, 7,05 m, elle tue le concours, bim.
excellent. J'ai envie de dire, je pense qu'elle en avait rêvé de faire cette rentrée en matière. 7,05 m au premier essai, voilà. Elle remporte évidemment le concours. Derrière, la seule qui a tenu son rang, ça a été l'italienne Larissa Iapiccino avec 6,90 m et une très très belle régularité parce que Iapiccino dans le concours, elle a fait 6,82 m, 6,85 m, 6,89 m, 6,90 m, donc 4 sauts à plus de 6,82 m. C'est quand même une très belle régularité, ça laisse présager vraiment de très très belles choses. On sait que quand on est régulière à ces distances-là, il y a une perf de pointe qui sommeille en nous autour de 7 mètres, 7 mètres 10. Alors elle l'a déjà faite cette année, une perf à 7 mètres, Iapiccino pour la première fois, mais vraiment je pense qu'elle va devenir une vraie cliente. En plus c'est une athlète qui est encore jeune, donc on a hâte de la voir s'épanouir aussi, de s'émanciper et devenir vraiment une athlète de renommée vraiment mondiale et créer la concurrence avec Tara Davis. Il y avait le concours de hauteur féminine également qu'on attendait avec la recordwoman du monde, l'Ukrainienne Mauchik, qui avait battu le record du monde l'année dernière à Paris avec 2,10 m. Tenez-vous bien, c'est vraiment 2,10 m, c'est vraiment une perf de fou à la hauteur féminine. Et là, on avait l'habitude d'avoir un petit, pas des duels, mais des truels avec trois filles qui se tiraient la bourre, les deux Australiennes, Holly Slager et Patterson, contre l'Ukrainienne Mauchik. Voilà, c'était ce qui s'était passé cet hiver au championnat du monde en salle. Dans plusieurs autres Diamond League, c'est ce qui se passait. Souvent, c'est Mauchik qui en sortait gagnante, quoique pas tout le temps non plus. Et là, aujourd'hui, bon, le truel a tourné au duel parce que Patterson a échoué à faire de grosses performances. Elle s'est contentée d'1,91 m hier soir à Stockholm, mais Mauchik a été battue. Et ça, c'est quand même encore un peu surprenant. Mauchik qui a été battu par Holly Slager qui a réalisé 2,01 m, donc très belle performance, plus de 2 mètres, c'est cool. Mauchik 1,99, elle a fait 2 échecs à 2,01, elle a gardé un essai pour faire un gros coup de bluff et tenter de rafler la mise à 2,03, mais elle a échoué. La meilleure performance mondiale de l'année reste la propriété de Mauchik, 2,02, mais la dernière vainqueur en date, ça sera donc Holly Slager, avant que toutes ces filles ne se retrouvent certainement vendredi soir à Paris, Charletti, en Diamond League, pour l'anniversaire du record du monde de Mauchik. Donc je pense qu'elle sera animée d'un feu intérieur encore plus important, Mauchik, et que là, à Paris, là où elle a fait le record du monde l'année dernière, elle aura certainement un petit supplément d'âme qui lui permettra, je pense, d'envisager une meilleure perf, une meilleure place et d'aller titiller, alors peut-être pas son record du monde parce que là, cette année, c'est pas ça en fait pour Mauchik, mais d'aller taper du 2,03 ou 2,05, ce qui serait déjà de très très belles performances. Et le dernier concours dont on avait parlé dans le preview et qui a tenu ses promesses, c'est le concours de disque masculin avec le Slovène Christian Tche qui a remporté le concours avec 69,73 m. Il a lancé 2 fois cette année à 72 mètres. Donc là, c'est un peu décevant pour lui, mais il gagne quand même le concours avec 69,73 m. Mais la perf qu'on voulait mettre en avant là, aujourd'hui, c'est la perf du Suédois Daniel Stahl à domicile qui se transcende et qui fait 69,53 m. Il échoue à 20 cm de Tche. Et ça fait plaisir de revoir Stahl à ce niveau-là parce que bon, l'année dernière, c'était un peu plus compliqué pour lui, il avait fait 69 mètres, mais il n'avait pas été capable de bien s'en sortir au JO de Paris. Et c'était un mec qui a été hyper régulier les années précédentes, des années presque 2017 jusqu'à 2023. Il était tout le temps à 71 mètres, 71 mètres. Depuis 2017, il a fait 71 mètres. Après, il a fait 71,86 en 2019, 71 tous les ans jusqu'en 2023. Et il y avait eu un petit déclin l'année dernière. Et là, on espère que c'est les balbutiements d'une remontée en puissance pour le Suédois à domicile, qui à mon avis s'est un petit peu régalé devant son public et qui a été un peu porté aussi par tout l'engouement qu'il y avait autour de Duplantis, de Almgren, avec ce Stahl là, voilà, ça fait 3 belles performances pour les Suédois à domicile. Et pas l'absent, mais le mec qui s'en est le moins bien tiré de ce concours, c'est Matthew Denny, l'Australien, qui a lancé 74 mètres à Ramona, on vous le rappelle, en début de saison là, estivale au printemps, et qui là se contente de 68,14 m. Donc il est à plus de 6 mètres de son record. Donc voilà, on reparle encore de Ramona et des conditions qui étaient vraiment très optimisées là-bas. Mais voilà, le champion de Ramona est rarement le champion dans un stade, on va dire, de championnat ou dans un stade couvert. Et voilà, c'est encore Matthew Denny qui nous en fait la preuve. Voilà, on a fini ce récap aujourd'hui. Très prochainement, on se retrouvera très rapidement même parce qu'il y a Paris-Charletti le 20 juin, là, vendredi soir. On a hâte d'y être. Il va y avoir beaucoup de Français.
Il y aura quelques Français absents, notamment Sirena Samba-Mayala, notamment Sacha Zoya, mais il y en aura d'autres qui seront présents avec le retour de, par exemple, Jusqu'au Oumaté à Paris Charletti sur le 110 mètres haies, avec la présence de Gabriel Tual, qui à mon avis, on en a parlé tout à l'heure, va essayer de sortir une grosse performance à domicile. Et voilà, il va y avoir des Français, il va y avoir Jimmy Gressier, il va y avoir Yann Schrub. Et voilà, on vous fera un petit preview avant Charletti. De toute façon, avec Stéphane, cette fois, on aura retrouvé j'aurai retrouvé mon binôme. Donc d'ici là, portez-vous bien. À très très bientôt, les amis.